Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une courte introduction à la théorie mathématique des réseaux de neurones. Donc, comment fonctionne-t-il mathématiquement? Et on va voir en fait un gros théorème sur les réseaux de neurones qui permet de justifier pourquoi ces réseaux de neurones-là sont intéressants à utiliser et en fait pourquoi on les utilise tellement. Enfin, quel est en fait leur intérêt théorique, quoi. Puis on va aussi voir l'algorithme de descente de gradient qui permet en fait d'entraîner ces réseaux de neurones-là. Voilà, donc dans un premier temps, avant de faire des maths compliquées sur les réseaux de neurones, il s'agit déjà de comprendre la base, qu'est-ce qu'un neurone, puisque dans un réseau de neurones, on a des neurones, donc on veut comprendre qu'est-ce qu'un neurone. Un neurone, en fait, d'un point de vue informatique, il s'inspire de neurones qu'on a dans notre cerveau, c'est-à-dire que le neurone, il va être connecté à des entrées, à ce qui va le stimuler, et avec ce qu'il a à l'intérieur de lui, sa mémoire, on va dire, il va faire une opération et puis il va sortir un résultat. Donc c'est en fait un peu, c'est vaguement, et je dis bien très vaguement, ce qui se passe dans le cerveau humain, parce que c'est pas du tout comme ça exactement, mais c'est comme ça qu'ici on va le modéliser, et comme ça qu'on le modélise informatiquement. Donc en gros, si on a des scalaires typiquement x1 jusqu'à xn, x1 jusqu'à xn, on va avoir notre neurone qui va être juste là, qui va être relié à ces entrées-là, et qui va nous donner une sortie, y. Ce neurone-là, il va faire une opération avec les valeurs x1 jusqu'à xn. Et en fait, ici, il va faire une opération avec trois choses même. Donc en fait, il va avoir ce qu'on appelle une fonction d'activation. Sigma ici, qu'on va comprendre un peu plus tard. Ici, sigma, je peux le noter, c'est une fonction de R dans R. Et puis, il va avoir aussi des poids qu'on va noter ici, W1 jusqu'à WN. Et un biais aussi, B. Alors tout ça, les choses donc, que j'entoure ici en pointillé sont des paramètres ici qu'on va entraîner plus tard. Et ces paramètres-là vont être en fait en quelque sorte la mémoire du neurone qu'il va comparer à ces entrées ici x1, xn. Et donc en fait l'opération du neurone, c'est d'abord une opération linéaire, c'est-à-dire qu'il va faire x1 fois son poids 1, plus x2 fois son poids 2, etc. jusqu'à xn plus son poids n. Donc on obtient déjà x1 fois w1 plus jusqu'à x2 fois, enfin jusqu'à xn fois son poids n. À ceci, on va ajouter un biais qui va en fait permettre de translater le tout. Donc le biais qui est dans la mémoire du neurone. Et puis on va appliquer sigma à tout ça, notre fonction d'activation sigma. Et voilà, ça c'est globalement ce qu'un réseau de neurones donne. Donc ça c'est la sortie Y. Donc en gros, si on peut modéliser notre réseau de neurones par une fonction f, le réseau de neurones il va de Rn, donc il prend notre entrée, enfin notre neurone, excusez-moi, qui va de Rn dans R, il prend notre entrée qui est dans Rn, qui est x1 jusqu'à xn, et il va nous donner la somme des xi, wi, jusqu'à n, sigma de cette somme plus b, et ça nous donne un truc comme ça. Ça, on peut le réécrire, et on va en avoir besoin plus tard d'un point de vue matriciel, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire que c'est la fonction qui va de Rn dans R, et qui est un vecteur x, donc cette fois-ci qui est un vecteur colonne, on peut l'écrire comme ça, x1 jusqu'à xn, va donner sigma de x w fois x plus b, avec ici w qui va être un vecteur ligne w1 jusqu'à wn. Voilà, ça va être la modélisation qu'on va se servir plus tard, puisque les produits matriciels en fait sont très efficaces, on peut les faire rapidement dans un algorithme, et donc on utilise souvent les matrices ici pour les neurones. Donc ensuite, un réseau de neurones, ça va être à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre des entrées x1 jusqu'à xn, sauf que cette fois-ci, on va avoir plusieurs neurones. Typiquement, ici, on va en avoir p, qui vont nous sortir à chaque fois une sortie yp. Et puis ensuite, on peut accumuler les couches, c'est-à-dire qu'on peut refaire une autre couche. Donc à chaque fois, tous les neurones sont reliés à tous les neurones précédents, c'est-à-dire que lui, le neurone qui donne la sortie y1 va être relié à x1, à x2, etc. Et il va avoir les poids et son biais. Donc lui, par exemple, il va avoir un biais 1, etc. jusqu'à un biais p.
ils ont tous la fonction d'activation sigma, que je ne vais pas noter parce que c'est pas utile. Et ensuite ici par exemple on aurait Z1 jusqu'à Zm, etc. etc. Donc un réseau, en fait, c'est une suite d'opérations à chaque fois où on réapplique ce qui se passe avant. En fait, une fois qu'on a compris comment marche une couche, on a compris comment marchent toutes les couches, puisqu'il suffit juste de les accumuler, de les stack entre elles. Ici, il manque juste les connexions au neurone P. Et donc, on va pouvoir noter ici nos poids. Donc en fait, tous les poids qui vont arriver au premier neurone, ici, on va les noter W11, donc ça c'est pour le premier. Et le deuxième, disons, qui arrive de là-bas, hein, lui on va noter W1, mais 2 cette fois-ci, puisqu'il vient de X2. Et donc lui, ce serait W1N, puisqu'il va dans le premier neurone, et il est et il part du nème neurone. Et donc celui-là, ici, ça serait plutôt WP1. Voilà, et ici, jusqu'à WPN. Donc en fait, on va pouvoir créer, entre guillemets, notre matrice W qui va être les WIJ. Pour 1 plus petit que I, plus petit, on a combien de lignes? On va en avoir P lignes, et on va avoir N colonnes. WJ plus petit que N. Et donc au final, notre vecteur Y1 jusqu'à YP, on va pouvoir aussi noter effectivement le B, le vecteur de biais, B1 jusqu'à BP, qui va être lui dans R puissance P. Et donc au final, notre sortie Y, qui est le vecteur Y1 jusqu'à YP, ça va simplement être sigma, ici qu'on va appliquer coordonnée par coordonnée, donc je ne vais pas préciser comment ça fonctionne, sigma de W fois le vecteur X, plus le biais. Et donc en fait ça va donner exactement la même chose, coordonnée par coordonnée, ça va donner exactement la même chose qu'on a vu précédemment. Ça va tout bien fonctionner. Voilà, puisque X en fait c'est un vecteur de n colonnes, donc bon, vous pouvez vérifier, mais tous les produits matriciels fonctionnent. Et donc on a en fait à chaque fois une couche comme ça. Et donc après, si on veut récupérer le vecteur Z, on aurait en fait sigma de, donc on appellerait plutôt oméga 2 pour la deuxième couche, fois le vecteur Y plus la deuxième biais. Ou ici cette fois-ci, alors ici oméga c'était dans MPN de R, donc MPN de R, lui il serait, je sais pas, dans oméga 2, il serait dans MM P de R, typiquement, et B2 serait dans R puissance M. Voilà, et donc comme ça, on peut accumuler les couches et on obtient en fait le réseau de neurones. Finalement, c'est une fonction qu'on notera toujours grand F, qui va dépendre de paramètres xi. Ici, xi, ça va être les paramètres. Donc les paramètres, en fait, c'est tous nos W. C'est-à-dire que xi, c'est ça contient W première couche, ça va être celui-là, W première couche, ça contient le biais de la première couche, ça contient W2, le biais de la deuxième couche, etc. Donc si c'est un vecteur qui est assez gros et qui contient les paramètres de notre réseau. Et ces paramètres-là, le but, ça va être de les entraîner pour approcher certaines fonctions. Donc f de xi, c'est la fonction qui est associée à notre réseau qui dépend des paramètres xi, qui ici à Rn va donner la sortie dans R puissance m, et qui a nos vecteurs x1 jusqu'à xn va donner z1 jusqu'à zm, où les zi sont donnés par toutes les formules qu'on a données précédemment et qui dépendent donc de xi. Ça dépend fortement de xi, puisque xi en fait sont les poids du réseau, tout ce que le réseau connaît et a appris. Et donc on peut modéliser un réseau comme ça. Juste, on a parlé de fonction d'activation, la fonction sigma. Donc sigma, c'est une fonction d'activation. Alors ici, une fonction d'activation, il n'y a pas de consensus, en tout cas, j'en ai pas trouvé, de consensus scientifique qui nous donne la définition formelle d'une fonction d'activation. Donc ce que j'ai retenu, c'est qu'une fonction d'activation, ce qui est important de retenir, c'est qu'une fonction d'activation, elle va être non linéaire. Non linéaire. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir ajouter de la non-linéarité dans notre réseau. C'est-à-dire que si on n'applique pas sigma et que juste on avait l'identité à la place, alors on n'aurait que des opérations linéaires, c'est-à-dire des produits matriciels qui sont totalement linéaires, des additions, etc. Donc en fait on aurait un réseau qui ne serait pas capable de modéliser des fonctions complexes, puisqu'il est que linéaire, donc il va rester sur des trucs linéaires, il n'arriverait pas à modéliser autre chose, à séparer
des choses qui ne sont pas linéaires, des phénomènes qui ne sont pas linéaires, il n'arriverait pas à les séparer. Et c'est pour ça que on applique des fonctions sigma en fait à chaque couche pour ajouter de la non-linéarité dans notre réseau et pour qu'il puisse modéliser beaucoup plus de phénomènes d'un point de vue général. Donc pour ça, des exemples de sigma, donc on aurait par exemple la fonction 10h, la fonction 10h qui est tangente hyperbolique, qui elle est bien non linéaire et qui en gros son graphe c'est 1, ici ça vaut 0 et ça donne ça. On a la fonction par exemple relu, qui est une fonction L qui vaut 0 sur R-, et qui vaut x sur R+, donc pareil, quelque chose qui est non linéaire. On aurait les fonctions sigmoïdes. On peut avoir aussi la fonction de ifside. Je crois qu'il y a un E ici. Non, je suis pas sûr. Bon bref, ifside, c'est juste la fonction qui donne 0 sur R- et 1 sur R+. Voilà, bon, on a plein de fonctions d'activation. Tant que c'est non linéaire, ça marche bien, même non polynomial en fait. Non polynomial pour le théorème de la suite, ça va bien fonctionner. Et donc le théorème d'approximation, c'est le théorème qui nous dit que on peut, donc théorème d'approximation universelle, donc c'est le théorème qui nous dit qu'on va pouvoir approcher, enfin que les réseaux de neurones vont être capables d'approcher aussi proche que l'on souhaite, une fonction continue d'un compact dans R. Donc d'approximation universelle. Donc comment s'énonce ce théorème, comme je viens de le dire. Oula. Donc si on prend f de k, un compact qui est inclus dans, disons, R puissance n et qui va dans R qui est continu. Donc k, un compact inclus dans Rn dans R. Voilà. Alors, donc ici d'un point de vue mathématique, c'est pour tout epsilon, virgule, il existe un réseau à une seule couche cachée. Donc une seule couche cachée, ça signifie que on a les entrées, une couche cachée, puis la sortie directement. Donc en fait on a x, y, z et c'est fini. À une seule couche cachée. La couche cachée, c'est la couche en fait qui n'est ni l'entrée ni la sortie. Une seule couche cachée. Un réseau ici qu'on va noter ici F, grand F, avec les paramètres xi, mais là c'est pas nécessaire, à une seule couche cachée telle que la norme infinie de F moins, ici j'ai noté deux fois la même chose, on va plutôt noter petit f, notre fonction à approximer, f moins grand f en norme infinie va être plus petit que epsilon. Ici la norme infinie c'est la norme de la convergence uniforme sur notre espace de fonction. Donc ça signifie en fait que les réseaux de neurones, ils vont pouvoir approcher une fonction continue d'un compact dans R aussi proche que l'on souhaite. C'est-à-dire que si on veut quelque chose qui est extrêmement proche, on va toujours pouvoir le faire. Je vais faire la preuve, mais très rapidement pour pas embrouiller, mais ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien de la faire dans le cas général. Dans le cas n égale 1, puisqu'on peut l'atteindre avec le programme de prépa sans trop de difficulté, c'est-à-dire où on souhaite approcher une fonction de R dans R qui est continue, enfin d'un compact dans R, d'un compact de R. Et les compacts de R, ici on va prendre en particulier un segment, typiquement moins à 1. On va prendre ceci. Et donc on a une fonction en fait continue qu'on va souhaiter approcher. Donc par exemple, je sais pas, je trace quelque chose au hasard, mais voilà. Donc ça c'est notre 1, et ça c'est notre moins 1. Ça c'est notre fonction f, et donc on souhaite l'approcher par un réseau de neurones, c'est-à-dire trouver un réseau de neurones à une couche cachée qui peut être aussi grande que l'on veut bien sûr, qui approche cette fonction à epsilon près. Alors pour ça, ce qu'on peut faire, c'est les théorèmes qu'on a en prépa pour approcher des fonctions continues, il n'y en a pas 50, et il y en a un par exemple qui approche en escalier. Donc il nous dit qu'en gros, on dispose de psi, en escalier, tel que on est psi moins f en norme infinie qui soit plus petit que epsilon. Si on fixe epsilon, on fixe epsilon, soit epsilon strictement positif, on dispose de psi en escalier tel que la norme infinie de psi moins f soit plus petite que epsilon. Donc en gros ça nous dit que en fait on peut juste mettre des escaliers qui vont être suffisamment petits pour approcher notre fonction bien. Voilà, c'est globalement basé sur le théorème de Hein, c'est en prépa.
Et donc en fait, approcher une fonction en escalier, ça va être beaucoup plus simple. La fonction d'activation qu'ici qu'on va utiliser, c'est la fonction sigma de ifSide. Donc sigma, c'est la fonction qui à x donne 0 si x est négatif, 1 si non. Donc cette fonction, en fait, c'est une fonction marche, c'est-à-dire qu'elle vaut 0 là et 1 ici. Cette fonction, comment on va l'approcher? En fait, on va déjà approcher les indicatrices, donc les trucs de la forme 1AB, qui donne simplement 1 si x est dans AB, 0 sinon. Pour approcher ces fonctions-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va translater notre fonction-là et en sommer 2. C'est-à-dire que si on regarde sigma de x moins a, cette fonction-là, son graphe, c'est exactement, donc si le point A il est là, on a ici qui vaut 0, la fonction vaut 0, et ici elle vaut 1. Donc son graphe c'est exactement ça. Et on peut faire pareil avec sigma de x moins b, mais on met un moins devant, ce qui nous donne en fait, on mettrait b ici, donc en fait elle vaut 0 ici, et ensuite elle vaut moins 1 là. Et ensuite on va sommer les deux fonctions. Donc quand on fait sigma de x moins a moins sigma de x moins b, cette fonction là en fait ça va être, c'est pas exactement l'indicatrice, mais en fait c'est plutôt l'indicatrice de a b ouvert de x. Puisque si on est typiquement en b pile, si on est pile en b, en fait on a sigma de b moins a, pour le coup c'est strictement positif, donc il n'y a pas de souci, ça va être égal à 1. C'est peut-être en a plutôt qu'on a un souci. En a on a, non peut-être que ça marche en fait. En b, je crois que ça marche en fait. Je suis en train de réfléchir si ça donne un truc ouvert ou fermé. Si on entre les deux, c'est clair que ça va fonctionner. Donc si on évalue typiquement en A, on aurait A moins B, ça c'est strictement négatif, puisqu'on prend A strictement plus petit que B. Bon, je sais pas exactement. Et pour B, ici, on aurait 1. Et là, on a 0. Donc oui, en fait, ça va nous donner le fermé, comme ça. On va avoir directement ça. Et donc, une fois qu'on a ça, à partir de sigma, on a réussi à construire ces indicatrices, donc il suffira de les sommer avec les scalaires pour que ça marche. Juste, on va écrire le réseau de neurones qui donne cette fonction-là. Donc, c'est-à-dire qu'on prend x, notre entrée, on va utiliser deux neurones, comme ceci, avec la fonction d'activation sigma. Le poids ici, c'est le chiffre, enfin le nombre qui va se mettre devant le x, donc ici on va prendre 1 aussi, et le biais c'est ce qui va décaler, donc ici on va prendre moins b, et ça on va prendre moins a. Et ensuite on a la sortie. La sortie on peut remettre des poids. Donc la sortie ici, celui qui est en moins a, on va laisser un 1, et lui on va mettre un moins 1 qui va permettre d'annuler, enfin qui va permettre de faire le moins ici. Donc si on observe qu'est-ce qui se passe, donc typiquement si on regarde ici, on va appeler Z1 et Z2. Donc Z1 ça va être sigma de 1 fois x, donc le 1 qui vient de là-bas, 1 fois x moins a. Z2 ça va être sigma de 1 fois x moins b. Et donc ensuite on fait y qui est égal à 1 fois z1 moins 1 fois z2, ce qui donne exactement l'indicatrice, comme on l'a montré en haut, indicatrice de AB sur X. Et donc une fois qu'on a ces indicatrices-là, il suffit en fait de sommer les réseaux. Et pour sommer les réseaux, ça marche très bien. En fait, on crée donc des petits paquets de 2 de neurones. On subdivise notre fonction avec la fonction psi. On obtient, enfin ici on a notre vecteur X, ici on a notre sortie. Voilà, et en fait ici ça c'est le première marche d'escalier, etc. Et en fait on arrive ici en faisant un découpage à atteindre exactement la fonction psi. Et donc on obtient bien le résultat. Je ne vais pas le détailler parce que c'est pas vraiment intéressant et c'est pas vraiment le but. Remarquons juste que pour faire le cas général, il faut utiliser le théorème de Stone-Weierstrass, qui est une généralisation du théorème de Weierstrass en prépa. Voilà. Alors je voulais montrer un petit exemple du fait que ça approxime bien des fonctions.
Donc ici, ce que j'ai utilisé, c'est que ici, on voit la fonction sinus qui est tracée ici en beaucoup plus fin. Donc là, on a la fonction voilà, sinus. Et j'ai entraîné un réseau de neurones qui ici, je lui ai mis plusieurs couches pour entraîner beaucoup plus rapidement, mais en théorie, on aurait pu mettre une seule couche puisque la fonction sinus, elle est bien continue sur l'intervalle ici, moins 2pi, 2pi. Et j'ai entraîné un réseau de neurones ici à approcher cette fonction-là. Et on voit bien en fait que, bon, il n'a pas réussi parfaitement, mais on voit quand même qu'il a réussi à approcher notre fonction sinus assez proche, ce qui justifie bien en fait que dès qu'on a une fonction continue d'un compact, on va pouvoir utiliser un réseau de neurones pour l'approcher aussi proche qu'on veut. Alors ici, aussi proche que je veux, j'aurais pu encore un peu affiner le modèle pour que j'ai vraiment quelque chose qui colle à notre fonction, mais il se trouve que ici ça fonctionnera bien. Et l'hypothèse du compact est vraiment importante puisque le réseau en fait il s'entraîne sur un dataset et il ne peut pas interpréter des données qui vont être beaucoup trop loin, surtout sur des réseaux comme ça. C'est-à-dire que si je continue, si je l'ai pas entraîné sur des données autres qu'ici, il va avoir du mal de prédire le sinus qui suit, puisque le sinus il suit ici. Donc voilà, c'est bien sur un compact que ça fonctionne. Et donc maintenant, je voulais voir l'algorithme de descente de gradient. Donc l'algorithme de descente de gradient. L'algorithme de descente de gradient, en fait, il permet d'entraîner nos réseaux. Donc, pour entraîner justement ce réseau à suivre une bonne fonction. Donc, si on prend toujours une fonction f, disons de Rn dans Rp, et on souhaite trouver, donc le but, ça va être trouver xi les paramètres d'un réseau, tel que f en xi soit proche de f, soit proche de notre fonction f ici, et f de xi c'est toujours un réseau de neurones avec les paramètres xi. Alors les paramètres xi, typiquement dans ce qu'on avait donné avant, ça appartiendrait à un espace vectoriel E qui serait par exemple mpn de R. Donc ça c'est le premier poids de notre première couche par exemple, fois le biais qui serait dans R puissance P, fois etc. Donc en fait tous les paramètres et les biais qui vont se retrouver dans un espace vectoriel qui est assez conséquent et qu'on va devoir entraîner. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un loss. Donc un loss, c'est une fonction qui va mesurer à quel point on est loin de notre fonction f. Mesurer en fait l'écart entre f et f xi. Le but va être de minimiser le loss. Donc on pourrait par exemple le définir comme la valeur absolue de f moins f xi de x. Ok. Mais pour des notions de dérivabilité, enfin de différenciabilité, on va plutôt utiliser le carré. C'est-à-dire qu'on va utiliser f xi au carré ici, qui permet bien de mesurer l'écart entre les deux. C'est-à-dire que plus le loss est plus petit, plus on a quelque chose qui est, enfin la fonction f xi qui est proche de f. C'est pour ça qu'on utilise le carré ici, parce que c'est juste différenciable. Donc voilà. Et donc le loss, en fait, c'est une fonction, on peut le voir comme deux trucs, on peut le voir comme une fonction de xi ou comme une fonction de x. Mais à x fixé, le loss est une fonction de xi, donc de e, dans R. Et donc qui a xi donne ici f xi de x moins f de x au carré. Alors en pratique, vu que ça dépend aussi de x, en fait on fait une moyenne sur beaucoup de données de x. C'est-à-dire qu'on prend beaucoup de x et on fait le loss, ça va être la moyenne de ça sur plein de x. Mais bon, ici on va simplifier. Et donc le but, ça va être de minimiser ce loss. C'est-à-dire que on veut trouver les paramètres xi qui donnent le minimum en fait de ceci. Donc en fait c'est juste une question d'optimisation. Donc si par exemple l'espace vectoriel E était un espace de dimension 1, ce qui n'arrive jamais, on est d'accord, puisqu'on a tout le temps un biais et un poids, mais ici on va le faire comme ça pour bien comprendre. Donc en gros on aurait ici xi qui évoluerait dans un R espace vectoriel de dimension 1, donc on peut dire que dans R, et on aurait le loss ici. Et donc le loss c'est typiquement une fonction, je sais pas, on peut par exemple penser quelque chose comme ça. Voilà, le loss, ça serait une fonction comme ça.
Et le but, ça va être de trouver le moment où le loss est le plus bas. Donc par exemple, ça serait ici. Ici, ça c'est xi optimal. Le xi qui est vraiment optimal puisqu'il donne un loss le plus petit possible. Et le but, c'est de trouver ce loss, enfin de trouver ce xi qui donne, enfin les bons paramètres de réseau qui donnent exactement ce qu'on veut. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe un xi 0 au début et on va faire un algorithme qui va converger vers la bonne valeur. Donc on fixe xi 0 et on calcule ici la dérivée. Donc, la dérivée, ici, on peut la représenter par une tangente. Voilà, une tangente. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va se décaler légèrement dans le sens opposé de la dérivée. Donc la dérivée ici est positive, donc on va se décaler légèrement et on va aller ici. Et donc on définit xi1 comme ça. Et on va continuer notre algorithme. Xi1. On redéfinit, enfin, on recalcule la dérivée, et on se redécale légèrement, et on obtient xi2. Et en fait, on va observer qu'en se décalant, on va converger vers un minimum. Ça serait un minimum local pourrait aussi convenir, mais il se trouve que les loss sont souvent des fonctions assez régulières, et en fait, on converge rarement vers un minimum local, ou alors un minimum local qui est très proche du minimum global, qui n'existe pas forcément d'ailleurs. Il peut y avoir... Enfin non, il existe toujours. Minimum local, c'est certain qu'il existe pour le coup, c'est obligé. Mais on peut converger aussi vers un minimum local, mais cette méthode marche bien. Dans la plupart des cas, ça fonctionne plutôt bien. Pour les gros réseaux, il est nécessaire d'optimiser un peu pour avoir un loss qui est vraiment aplati en utilisant par exemple de la normalisation. Mais bon, donc notre algorithme en fait c'est que xi i plus 1 c'est égal à xi i moins alpha fois le gradient de xi excusez-moi, le gradient du loss. Le gradient du loss en xi. Ou alpha, c'est ce qu'on va appeler le learning rate. Donc le learning rate, c'est à quel point on apprend vite. Donc en fait, c'est à quel point on va se décaler de la dérivée. En général, en ordre de grandeur, alpha c'est 0,01 typiquement pour un réseau. Pour des réseaux plus petits, on peut mettre 0,01 comme ça, ou même 0,1, ça marche aussi. Pour des réseaux un peu plus petits, ça fonctionne aussi. Ça dépend, et voilà. Ça nous dit, en fait, ça fait exactement ce que je viens de décrire au-dessus, c'est-à-dire que ça va s'approcher d'un minimum local. Juste le gradient du loss, en fait, ça revient à calculer la dérivée partielle de chaque paramètre. Et c'est pour ça que c'est très facile de le faire algorithmiquement, parce qu'il suffit de remonter l'arbre des calculs. C'est-à-dire que le loss, en fait, si on note notre vecteur xi, un ensemble de paramètres, donc je sais pas... je vais pas noter xi, mais par exemple les paramètres ça va être gamma 1 jusqu'à gamma m, donc tous les paramètres m. Ici notre loss en fait c'est juste un vecteur de r puissance m qui donne ici la dérivée de gamma 1, la dérivée du loss par rapport à gamma 1, dérivée du loss par rapport à gamma 1, etc. jusqu'à la dérivée du loss par rapport à gamma m. C'est-à-dire en gros on cherche en fait sur chaque coordonnée quel est l'impact du paramètre gamma 1 par exemple. Comment gamma 1 va impacter sur le loss et comment on peut le réduire pour obtenir un loss de plus en plus bas. En mettant un moins d'ailleurs ici. Et donc comme ça on obtient l'algorithme de descente de gradient. Je peux donner un exemple de ce qui se passe avec cet algorithme. Donc typiquement ici j'ai créé un set de données qui ici est représenté par les points bleus et les points rouges. Donc en fait le but va être de séparer les deux, c'est-à-dire que les points rouges ici ils sont sur un rayon plus petit qui va jusqu'à 0,35 et les points bleus forment une couronne autour. Et le but de notre réseau de neurones, ça va être d'apprendre à séparer les points bleus et les points rouges. Et donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je rappelle que des transformations linéaires, donc j'ai entraîné un réseau à faire ça. Et ça donne une petite animation assez cool. Donc c'est-à-dire qu'ici, on a des points. Donc ici, on a les points rouges, j'en ai pas mis énormément, donc on voit pas extrêmement bien le rond et la couronne, mais voilà. Donc ici, on a les points bleus qui représentent la couronne autour et les points rouges qui sont les points à l'intérieur. Et en fait, on va voir les transformations étape par étape. Donc là, on a la première transformation qui est effectuée. C'est une transformation ici où on plonge dans un espace de dimension un peu plus élevée, donc c'est-à-dire que la première couche, j'ai mis, je crois, 8 neurones, et on redescend vers un réseau de 2 neurones pour pouvoir bien voir les visualisations. Donc là, on obtient
à chaque fois on a une translation. La translation, c'est le biais, c'est-à-dire qu'on redécale nos vecteurs, on effectue un produit matriciel qui transforme le plan, qui déforme le plan de manière linéaire, on applique un biais, et ensuite on applique ici, ici on applique la tangente hyperbolique, voilà, la tangente hyperbolique qu'on vient de voir ici. La tangente hyperbolique, en fait, c'est la fonction d'activation ici, qui en gros va ajouter de la non-linéarité dans notre réseau et va nous permettre de séparer, puisque je rappelle, le rond, enfin les deux ronds mis ensemble, c'est pas du tout un problème linéaire, on ne peut pas séparer linéairement le problème. Et ici on voit bien qu'en fait en mettant un trait ici, on sépare linéairement le problème. C'est pour ça que le réseau va apprendre à séparer linéairement le problème. Et en fait la tangente hyperbolique va permettre de ajouter de la non-linéarité, et en fait en particulier elle va rapprocher les vecteurs qui sont loin. Donc là on le voit bien, elle rapproche tous les vecteurs qui sont loin, elle les rapproche, elle les contracte. Et ensuite ici on a la séparation linéaire qui est effectuée, et donc on voit bien, alors avec quelques points qui sont pas bons, mais voilà, le reste est quasiment bon tout le temps, les points bleus ici qui sont séparés de ce côté-là, et les points rouges qui sont séparés de ce côté-là. Et donc on voit, ici j'ai juste utilisé l'algorithme de descente de gradient, on voit qu'en entraînant un réseau, même pas une minute, on arrive à séparer un problème qui n'est pas linéaire, et le séparer en un problème qui est linéaire. Donc à chaque fois on voit, ici on a le biais, une autre transformation, tangente hyperbolique, et voilà. Ça marche tout le temps exactement pareil. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur ça.